Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde consacrée au SOC, Security Operations Center, ou Centre opérationnel de sécurité. On est ensemble pour 1h15 sur ce sujet-là et on va se mettre à peu près 1 heure de conversation entre les 4 panélistes, et puis s'il y a des questions, on se fera un plaisir de les prendre sur la fin de la session. Donc je vais commencer, c'est pas très poli, mais je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Éric Vautier, je suis le DSI adjoint, du groupe ADP, donc Aéroport de Paris, et je suis également encore le responsable cybersécurité pour le groupe. Et donc aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler. Moi, je vais surtout être l'animateur de cette table ronde où la valeur va venir des 4 personnes qui sont avec moi et que je vais inviter à se présenter. On va le faire dans l'ordre géographique, entre guillemets. End, je te laisse commencer. Test. Bonjour. Bonjour, moi je suis End El Ajroud. Je suis responsable des infrastructures IT au sein de Transavia, membre du groupe Air France KLM. Et donc, ma mission au quotidien consiste à non seulement sécuriser les systèmes de l'information, mais surtout faire en sorte que le système de l'information redémarre en cas de crise cyber, même en mode dégradé. Merci. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Sophie Lambert. Donc moi, je suis adjointe à la division de la connaissance, de l'anticipation et de la gestion de crise cyber, tout un programme. Et du coup, notre mission principale, c'est d'étudier qui nous attaque, pourquoi il nous attaque, comment il nous attaque. Et une fois qu'on a cette connaissance, nous avons un département de la prévention et cyber-résilience qui est là pour vous apporter, pour créer des supports, pour aider le grand public, mais aussi les TPE, les PME, les collectivités, le milieu de la santé, le milieu scolaire, pour vous donner les bonnes pratiques en fonction du phénomène du moment. Parce que vous doutez bien que les cybercriminels, ils ne sont pas routiniers, ils évoluent, encore plus avec les nouvelles technologies. Donc notre mission, c'est de regarder ce qui se passe et c'est de vite vous informer pour réduire un maximum l'impact des cyberattaques en France. Sébastien. Bonjour, Sébastien Blard, je suis le directeur cybersécurité de Renault Group, un groupe automobile. Et j'interviens aussi car j'ai structuré au sein du campus cyber le stream entraînement à la gestion de crise, donc pour vous partager un certain nombre de bonnes pratiques et d'enseignements sur le sujet. Bonjour, Nathalie Feit. Moi, je suis en charge de la cybersécurité des produits de Schneider Electric. Donc à ce titre, je suis préoccupée par tous les événements qui pourraient arriver via nos produits et impacter les activités de nos clients. Et j'interviens aussi parce que j'étais à l'origine de la création d'un CERT. On va en parler aujourd'hui. Voilà. Merci. Et je vais reprendre la main pour présenter mes excuses parce que je suis rentré dans un tunnel cognitif. Je vous ai fait l'introduction de ma table ronde de demain sur le même événement, donc toutes mes excuses. Donc si vous aviez regardé le programme, c'est vous qui avez raison, c'est moi qui avais tort. On est bien sur la table ronde sur la gestion de crise cyber et gestion de crise tout court. Donc j'ai bien mon déroulé, je vous assure, vous êtes au bon endroit, et encore toutes mes excuses. On avait prévu de commencer par vous, colonel Lambert, justement pour essayer de donner des cas concrets sur la gestion de crise. C'est un terme un petit peu nébuleux, et pourtant il en existe des crises, il existe beaucoup d'incidents, et on s'était dit que c'était une bonne idée que le ministère de l'Intérieur commence par nous dresser un peu le tableau de ce que vous constatez. Merci. Alors, c'est vrai que je vais avoir du mal à vous parler des chiffres 2025 parce qu'ils sont en train d'être consolidés, notamment sur les plaintes qui peuvent être déposées par les structures. Je vais vous parler de ce que mon service voit, puisque nous, on est beaucoup sur le dark et sur les forums de cybercriminels en particulier. Et sur les environ 1350 détections de cyberattaques qu'on a pu constater pour l'année 2025, il y a un quart qui concerne les TPE, PME et ETI. Pour 3 types d'interventions, 3 types d'attaques, menaces principales, on va dire, pour ce type de cible. C'est la fuite de données. Je pense que c'est un petit peu un sujet actuel et peut-être que vous aurez des questions à poser là-dessus. Les rançongiciels,
Je dirais que c'est beaucoup moins présent, les rançongiciels, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a plus trop d'intérêt maintenant pour le cybercriminel de venir dans un système d'information d'une entreprise et de le chiffrer. Parce que les entreprises commencent de plus en plus à comprendre le principe de la sauvegarde, déconnectée de préférence du système, et du coup ils se disent bon, ben, c'est pas là que je vais réussir à leur faire payer une rançon. Leur mission maintenant principale, c'est d'intégrer votre système d'information, c'est de vous voler vos données, de vous faire du chantage en vous disant que si vous ne payez pas, ils vont diffuser. C'est plutôt ça maintenant le spectre qu'on voit venir. Et la troisième menace, une des plus importantes, mais je pense que vous l'avez vu avec la Poste en particulier, c'est le DDoS. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à observer. Si je fais un parallèle avec le secteur de la santé, vous vous rappelez, au tout début, il y a quelques années déjà, les hôpitaux, c'était les premières cibles. Pourquoi ? Parce que les données sont hypersensibles et les données médicales, ça se revend et puis on peut faire un maximum d'escroqueries et d'arnaques avec ça. Sur l'année 2025, on en a constaté que 11. C'est dire que les structures santé commencent vraiment à se structurer, à investir dans la cybersécurité, en particulier avec leur projet, c'est le projet CARE, si je ne me trompe pas, voilà, d'investir dans la cybersécurité. Et donc maintenant, ils s'attaquent plus facilement, vous allez voir, on va voir un peu comment, à ceux qui sont connectés aux hôpitaux et qui sont peut-être moins matures en cybersécurité. Donc en fait, ils passent pas par la porte centrale de l'hôpital, ils vont passer par une pharmacie qui est connectée ou un prestataire qui est connecté avec l'hôpital pour remonter la chaîne. Moi, ce que je voulais vous faire montrer, c'est les points d'accès. Assez souvent, ce qui serait bien, c'est que vous enleviez l'idée du hacker hyper intelligent, génial, et qui va contrer un système d'information, la protection d'un système d'information ultra sécurisé. C'est pas ça du tout. La plupart des accès, c'est parce que justement, c'est plus simple que ce que vous l'imaginez. On peut avoir du hacker opportuniste qui arrive à rentrer dans un système d'information à un groupe de hackers hyper industrialisés pour le faire. Sur les points d'entrée, un des principaux, c'est l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'ils vont vous cibler, vous, en tant que directeur ou chef d'entreprise, employé, secrétaire, et ils vont regarder un petit peu votre vie sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier. Ils vont voir dans quelle société vous travaillez. Et puis là, ils vont vous envoyer un mail de phishing très ciblé, le tout étant pour eux d'avoir accès à votre identifiant mot de passe. Une fois qu'ils ont ça, ils rentrent dans le système de manière légitime, puisque vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous avez peut-être donné vos identifiants. Ça, c'est un des premiers points d'entrée. Le deuxième point d'entrée, c'est, on l'a dit, les fuites de données. Beaucoup, il y en a beaucoup. Ils arrivent à récupérer vos identifiants mot de passe suite à une fuite de données. Et comme bien souvent, vous utilisez le même mot de passe au quotidien, souvent pour plusieurs plateformes, pour plusieurs sites, ils essayent avec votre travail. Et c'est comme ça qu'ils rentrent. Il y a aussi des accès à distance non sécurisés. Les VPN, ça sert, c'est bien, mais quand ça a un mot de passe faible ou quand c'est mal paramétré, ça rentre aussi par ce biais-là. D'accord ? Il y en a un de phénomène qu'on parle peu, mais qui commence à prendre de l'ampleur, c'est la menace interne. C'est-à-dire qu'au sein même de vos entreprises, vous pouvez avoir des gens qui sont démarchés ou tout simplement qui offrent sur le dark ou dans les forums cybercriminels un accès légitime puisqu'ils travaillent chez vous pour lui permettre aux hackers de rentrer dans le système d'information de votre entreprise. Vous allez être parano à la fin, je vous le dis. Et puis on en a parlé, les attaques par supply chain, ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer l'entreprise en direct, on va passer par ses prestataires. Donc vous voyez, il y a vraiment une foultitude de possibilités pour rentrer dans un système d'information de l'entreprise, voler les données et se faire de l'argent. Donc des cas concrets, si je vous en donnais un, c'est peut-être la mairie de Dunkerque, parce que j'ai une autre table ronde sur le service public, mais elle me vient à l'esprit, celle-là, parce que la mairie de Dunkerque, c'était en janvier 2026, se fait exfiltrer leurs données par la compromission d'une plateforme de rendez-vous avec la mairie. Donc cette plateforme, elle est connectée avec la mairie de Dunkerque pour pouvoir mettre en œuvre les rendez-vous. Cette plateforme a fait l'objet d'une compromission et en fait le hacker rentre dedans et est arrivé à rentrer jusqu'à la mairie pour exfiltrer l'ensemble des données. Vous voyez ? Donc en fait, le message là-dedans, c'est que la cyber-résilience, c'est une responsabilité collective, c'est l'entreprise en elle-même, voilà. Mais à partir du moment où vous êtes interconnecté avec d'autres, il faut que tous les autres
aient la même maturité cyber que vous, la même sensibilité que vous sur la sécurité. Et justement, en préparant la table ronde, on se disait qu'effectivement, il y avait le côté menace, hacker, cybercriminalité. Et pour préparer justement l'entreprise à résister à des chocs, il faut aussi prévoir d'autres cas. Et on en parlait avec Sébastien sur la supply chain informatique. On a tendance à pas trop en parler. On a l'impression que ça va tout le temps marcher. Les grands du web, les hyperscalers, comme on dit, et c'est pas forcément le cas. C'est vrai que c'est un vrai sujet parce que finalement, la cyber, c'est une cause ou une origine d'impact que vous pouvez avoir par ailleurs et qu'il faut déjà être prêt à gérer, c'est-à-dire la défaillance d'un de vos prestataires de services informatiques et qui en plus peut avoir un rôle clé pour eux. Je peux donner quelques exemples déjà vus dans le passé. Pas mal de structures qui confient leurs données à un data center sans solution de sauvegarde et autres. Le data center prend feu et véritablement les données ont pris feu, c'est-à-dire incapacité de reconstruire. En autre exemple, vous pouvez avoir des prestataires de services d'infrastructure ou de sécurité qui peuvent avoir un problème de maintenance ou une défaillance qui rend leur système indisponible ou qui même bloque les différents systèmes d'information. Et là, vous vous retrouvez également sans système d'information, alors que ce n'est pas une attaque en soi, mais finalement, si vous n'êtes pas en capacité d'avoir un mode dégradé, vous vous retrouvez impacté par ce type d'incident. Et ces incidents-là, il y en a malheureusement assez souvent où on peut avoir une partie du trafic Internet tout d'un coup qui n'est plus disponible par défaillance d'un prestataire de services informatiques ou même certaines solutions de sécurité qui peuvent bloquer ou gêner le fonctionnement du système. Plus on va chercher à détecter, à attraper des attaques complexes, plus il faut être en capacité de gérer les impacts sur son propre système d'information. Même si on fait en sorte qu'il n'y ait pas de faux positifs, ça reste un véritable challenge de trouver le bon équilibre entre augmenter le niveau de protection et de faire en sorte de ne pas oublier la résilience du système d'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument clé à prendre en compte, de bien identifier quels sont vos prestataires de fournisseurs de services informatiques ou d'informatique nuagique pour être sûr que vous savez où sont vos données, vous avez bien mis en place des stratégies de sauvegarde et de reconstruction. Et il y a un autre cas de figure qu'il faut prendre en compte, parce que là, c'est le cas de défaillance, mais eux-mêmes peuvent être victimes d'une cyberattaque. Et c'est là, comme a été donné l'exemple sur la ville de Dunkerque, où il faut être en capacité de gérer et de savoir, voilà, est-ce qu'ils vous préviennent dans ces cas-là, comment vous allez les gérer, est-ce que vous êtes en capacité ou pas de couper les liens que vous avez avec eux temporairement, sachant qu'eux-mêmes peuvent être au cœur de certains de vos processus métiers ou informatiques, et c'est un véritable challenge. Donc, pour se préparer à ces incidents, on va dire, d'origine cyber, il faut bien avoir en tête qu'est-ce que vous utilisez comme service et quelle est votre dépendance, votre niveau de dépendance à ces services-là, sous-entendu, est-ce que vous avez des alternatives possibles? Merci. Donc une fois que quelque part vous avez identifié... Moi, je me permets juste excuse-moi. de rajouter quelque chose, parce que quand on parle de crise cyber, on pense directement à l'IT. Et en fait, une crise cyber n'est pas uniquement de l'IT, parce que le premier enjeu d'une crise cyber n'est pas la perte de données. L'enjeu, c'est l'arrêt du business. Donc une crise cyber est avant tout une crise opérationnelle qui impacte toute l'entreprise. Et si on ressort un peu quelques statistiques du Gartner, donc un analyste mondial, on a 60% des entreprises qui se font attaquer ne tiennent pas plus que 6 mois parce qu'ils n'ont pas de plan de continuité d'activité opérationnelle d'entreprise. Donc, une crise cyber, c'est l'IT, ok, mais pas que. C'est l'enjeu de toute l'entreprise. Et justement, Nathalie? Oui, c'est intéressant ce que dit Anne, parce que moi j'ai commencé mes premières gestions de crise en vrai, parce qu'on y était dans l'industrie. Et en fait, la première question qu'on pose quand on est dans une usine aux gens qui sont autour de nous, parce qu'on ne connaît pas leur métier, c'est bon, cette chaîne de prod, là, cette ligne, si elle tombe, on perd combien d'argent à l'heure? Et en fait, si on n'a pas fait cette analyse-là, si on ne sait pas dire que cette chaîne, elle est prioritaire par rapport à telle autre,
Et donc, on n'a pas fait cette analyse de business et de continuité des activités opérationnelles. Eh ben, quelque part, on ne sera jamais efficace en cas de gestion de crise. Si on ne sait pas où sont les bijoux qu'il faut aller sauver, où sont les papiers indispensables qu'il faut aller sauver, on ne sait pas où est-ce qui compte. Donc, c'est très pragmatique comme première approche, mais faites ça, quelle que soit votre activité. Faites cette première analyse de où sont les activités qui comptent réellement pour mon chiffre d'affaires à la fin de l'année, ou à la fin du mois, ou à la fin de la semaine. Une fois qu'on a fait ça, c'est le début de quelque chose et il faudra des gens pour gérer. Donc en termes d'organisation, comment on organise une cellule de crise, comment on la prépare à l'avance, comment on organise le plan de crise? Alors, avant de répondre à la question, je pense qu'il y a un chiffre qui est assez intéressant à savoir, toujours selon la même source Gartner. Donc 80% des incidents cyber sont aggravés vu une mauvaise coordination entre IT, métier et communication de crise. Donc une fois on s'est dit ça, il faut qu'on commence à comprendre comment travailler ensemble. Donc on a compris que ce n'est pas l'enjeu que de l'IT, qu'il faut travailler avec les métiers, parce que quand on se fait attaquer, l'enjeu de l'IT, ce n'est pas de réparer, c'est de savoir qu'est-ce que je dois redémarrer en premier pour minimiser l'impact. Et donc pour répondre à la question comment bien gérer une crise, je pense le premier réflexe, c'est de mettre en place le PCA-PRA, plan de reprise d'activité. Mais c'est très simple comme réponse. Encore une fois, c'est l'enjeu de toute l'entreprise. Ce n'est pas l'IT qui va le faire tout seul. Sur les plans de reprise d'activité, il faut impliquer le métier. Je vais revenir à mon histoire des usines, mais quand on demande, bon, cette machine, si elle tombe, qui est capable de la remettre en marche? Souvent, ce n'est pas quelqu'un de l'informatique. C'est un technicien de maintenance et on se rend compte qu'on n'en a qu'un seul et que quand il est en congé, on ne sait pas faire, qu'on n'a même pas de backup. Donc, il faut préparer avec cette approche dans laquelle on implique le métier pour que quand on prépare la crise, on ait les bons acteurs. Juste pour reprendre, effectivement, sur la gestion de crise, sans spoiler les deux précédents sujets qu'on va aborder sur l'entraînement et la collaboration, c'est quelque chose qui, effectivement, se prépare. Mais j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais aujourd'hui, on est quand même très numérisés, tous. On passe, 90% de notre temps dans le numérique, on s'en rend pas compte. Hein. Mais on a tout digitalisé, tout numérisé. Et aujourd'hui, quand tout s'arrête, on se dit ouf. Je vous prends une anecdote, alors, rien à voir avec le truc, mais ça m'a fait rire. Un jour, il y avait dans un immeuble et plus de Wi-Fi. Les parents d'enfants ont appelé l'opérateur. Mais comment ça se fait que j'ai pas de Wi-Fi? Mais comment je fais? Mes enfants sont insupportables, ils peuvent plus aller sur Internet. L'opérateur, il a répondu, sortez les jeux de société. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut que vous posiez la question. Demain, j'ai plus d'informatique. Qu'est-ce que je fais? Papier-crayon. Ouais. Mais idéalement, pour ne pas vous retrouver sec, il faut quand même que vous ayez effectivement ce plan de continuité d'activité, mais aussi la cartographie de où se trouvent vos données sensibles, vers qui j'appelle. Parce que, alors bien souvent, maintenant, tous nos numéros de téléphone, on ne les connaît pas par cœur, mais on ne les note plus non plus. Tout est dans l'ordinateur. Donc du coup, quand vous dites, tiens, je vais appeler un tel, mais mince, le numéro est dans l'ordinateur, je l'ai mis dans... Mort. Donc en fait, il faudrait que vous ayez presque un kit de survie, quoi. Le kit de survie sans mon ordinateur, sans Wi-Fi, sans rien. Qui j'appelle? Il y a au moins un numéro que vous pouvez appeler, c'est le 17. C'est pas mal. Si jamais vous avez un souci, mais ça, on vous donnera pour les outils à la fin. Mais il faut que vraiment vous disiez, vous rentrez dans votre entreprise, dans votre collectivité, vous dites, OK, demain, il n'y a plus d'ordinateur, comment on fait pour bosser? Qui j'appelle? Comment je m'en sors? Et comment je construis ma cellule de crise? Et effectivement, la gestion de crise, ce n'est pas une crise technique, c'est une crise de gouvernance. Tout le monde doit être concerné. Et en premier lieu, le chef, qui va prendre des décisions.
Et ça va être dur de prendre des décisions dans l'incertitude. C'est-à-dire, qui m'attaque? Pourquoi on m'a attaqué moi? Et il en est où, le cyberattaquant, là, de sa cyberattaque? Qu'est-ce que je fais? Je débranche, je coupe, je fais quoi? Il va falloir prendre des décisions dans l'incertitude. Parce que si vous attendez d'être 100% sûr de ce qui se passe, vous allez perdre un temps fou. Et là, la crise, elle sera totale. Et puis, la crise, c'est une équipe. Franchement, la gestion de crise, c'est un sport d'équipe. Hein. C'est pas que ceux qui vont faire la technique, ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est eux qui vont faire la remédiation, revoir un peu le système d'information, avec les enquêteurs qui vont essayer de remonter un peu aussi. Mais à côté de ça, vous avez la communication qu'il va falloir gérer. Et ça, on n'y pense pas, mais ça peut être destructeur pour l'entreprise hein, ou la collectivité en termes de réputation. La communication, c'est presque un des piliers qu'il ne faut pas rater, en fait. Alors, il ne faut pas communiquer trop vite, parce que sinon, vous pouvez mettre en jeu beaucoup de choses, et puis vous allez avoir les journalistes rapidement sur le dos. Il ne faut pas communiquer trop tard, parce que le silence, ça permet à d'autres de supposer des choses erronées ou anxiogènes. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre. Et vous avez aussi la communication en interne. Il va falloir rassurer vos employés, vos salariés. Parce que bien souvent, nous, on a vu sur des cyberattaques des employés qui mettaient sur les réseaux sociaux « mon entreprise est hackée ». Donc, mieux vaut tempérer déjà en interne pour éviter que ça parte rapidement sur les réseaux sociaux où les journalistes vont vite s'approprier les choses. Donc, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est pas que l'IT qui est concerné, comme elle le disait, c'est vraiment un sport d'équipe. Et en premier lieu, et c'est là où on a le plus de difficultés parfois dans nos interventions, c'est de convaincre les têtes bon, dans les grandes entreprises, les COMEX. Mais si vous êtes convaincus, sachant que la conséquence finale, ça peut être la fermeture totale de l'entreprise, je pense que ça vaut le coup vraiment de se poser la question. Aujourd'hui, la question, c'est pas si vous allez être attaqué ni quand. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt en cas d'attaque? Posez-vous cette question. Demain, je rentre, je suis cyberattaqué, j'ai plus d'ordinateur. Est-ce que je suis prêt à gérer la crise, à limiter l'impact réputationnel, économique, pour mes employés, chômage, pas chômage, vous voyez? Et toutes ces questions, plus vous les poserez en amont, moins vous subirez l'attaque. En tout cas, l'impact. Et dans « Est-ce que vous êtes prêt ?» il y a aussi « Est-ce que vous êtes prêt à agir vite dans l'incertitude ?» Je vous donne un exemple. En cas de cybercrise, une cyberattaque, il y a le RSSI qui va donner son go pour isoler un serveur, couper le réseau, etc. On a les métiers qui ont du mal et ont peur à décider, vu l'impact métier important, et on a l'IT qui est en train d'attendre une décision. Et aux moyennes, selon les sources fiables Gartner, on a à peu près entre 48 heures et 72 heures qu'une entreprise met pour prendre une décision face à une cyberattaque. Sauf que dans une cyberattaque, chaque minute compte. Et pendant ce temps, l'attaquant il est en train de prendre contrôle de l'ensemble du système d'information. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez les bons process pour savoir qui doit prendre la décision, quand la prendre et comment la communiquer? Et sur la gestion de crise en termes d'organisation, on en parlait tout à l'heure en donnant des exemples d'incidents. Déjà, il faut être en capacité de gérer des incidents pour, à un moment donné, décider qu'on a atteint un seuil où on veut déclencher la crise. Et après, au déclenchement de la crise, se pose la question qui on rassemble, quelles sont les bonnes personnes à mettre autour de la table. On ne peut pas faire une cellule de crise avec 15 personnes. Et quels sont les différents rôles? Est-ce qu'ils sont bien définis? Et est-ce qu'on suit justement à la fois toutes les informations qui peuvent rentrer, qui peuvent donner lieu à des décisions, des arbitrages qui doivent être tracés et repartagés en termes de communication, à la fois en interne et en externe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser la question en avance. Qui on mettrait dans cette cellule de crise? Où est-ce que cette cellule de crise se réunirait? Quelle est la logistique associée? Parce que ça peut dépasser les horaires classiques du bureau, où est-ce qu'il faut se relayer dans cette cellule-là. C'est autant d'éléments sur lesquels il faut se préparer. Et en termes de mallette, au-delà des contacts, il faut également prévoir des checklists. Qu'est-ce qu'on fait si on a une fuite de données personnelles? Qu'est-ce qu'on fait si tel processus métier, pour une raison informatique ou cyber, ne fonctionne plus?
Évidemment, le cas réel sera jamais exactement comme la checklist, mais ça permet de ne rien oublier. Ne pas oublier de déposer plainte, ne pas oublier d'échanger avec son assureur, ne pas oublier de penser, si besoin, de demander de l'aide, de l'assistance, soit technique, soit à gérer la crise. C'est tout autant d'éléments qui sont pour moi dans les fondamentaux et qu'on regardera également dans la partie entraînement. Et dans la cellule de crise, il y a deux choses différentes. Il y a la cellule de crise IT et la cellule de crise opérationnelle. Et il y a aussi le point de communication entre les deux. C'est ce qui va faire que les décisions sont exécutées en temps réel. Une fois on s'est dit ça, je pense qu'on a tous compris qu'une cyberattaque, le challenge n'est pas vraiment la techno. C'est pas avoir un EDR, un CIEM, investir plusieurs millions d'euros. Le challenge d'un responsable d'infrastructure serait plutôt de faire en sorte que le système redémarre vite, même en mode dégradé. Très bien. Donc on a parlé de l'organisation à mettre en place, de quelques outils. On ne va pas rentrer dans les détails. Je pense que chaque entreprise aura son propre dispositif. Un des points que je vais juste mettre en avant, c'est déjà sur le salon, il n'y a pas de vendeur de jeux de société. Donc c'est peut-être un créneau à leur proposer. Le deuxième, ça a été dit rapidement et je voulais juste le remettre un peu en perspective, c'est les outils de communication. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je perds toute mon informatique ou j'avais tous mes numéros de téléphone qui étaient synchronisés sur mes smartphones, sur les smartphones des salariés, etc., etc. Donc ça, c'est un point particulier. Imaginez devoir appeler de tête presque les numéros de téléphone importants. Donc peut-être premier réflexe tout bête, c'est de faire tourner une feuille dans l'entreprise et d'avoir tous les numéros de téléphone. C'est au moins des personnes stratégiques de l'entreprise. Parce que quand on a une cyberattaque, on n'a plus Outlook, on n'a plus Teams, on n'a plus les moyens de contact des salariés, on n'a plus LinkedIn. Enfin, on n'a plus le réseau intranet de l'entreprise. Donc, comment communiquer avec les salariés? Comment on diffuse l'information aux salariés? Et justement, une fois qu'on a constitué sur le papier l'organisation, il y a un des points qui va être très important, et ça va être notre sujet maintenant, ça va être la partie d'entraînement. C'est pas tout de l'avoir constitué, mais est-ce que ça marche dans des conditions dégradées? Et donc là, c'est le chapitre qu'on va ouvrir sur la partie entraînement. Oui, alors une fois on a mis en place le PCA, le PRA, toutes les procédures, les process nécessaires, il faut savoir les tester, les faire dérouler. Parce qu'on se rend compte qu'en cas de crise, comment on gère la crise, comment on fait cette gouvernance, comment on fait tourner cette gouvernance sous le stress, où trouver les bonnes informations. Et pour que ce soit efficace en cas de crise, il faut s'entraîner. Il faut simuler des exercices de crise. Je ne dis pas qu'il faut attaquer l'AD tous les 2 jours, mais simuler, mettez dans une salle votre équipe en disant, voilà, aujourd'hui nous avons une crise, on part du principe où notre AD a été attaqué. Dans les 4 heures, on apprend qu'il y a un autre serveur qui a attaqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où chercher l'information? Comment communiquer avec les métiers? Et cette partie est très très importante, on ne se rend pas compte. Mais quand on a fait, nous, l'exercice au sein de Transavia, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de documents, mais qu'on ne sait pas forcément où trouver la bonne information sous stress. Par rapport à ces enjeux d'entraînement, il faut le voir aussi comme un entraînement sportif finalement. Il n'y a pas de niveau pour commencer. Il faut y aller petit pas par petit pas sans prérequis pour commencer à avancer. Déjà, dans les premières questions à se poser en termes d'entraînement, quel est votre niveau? Et là, vous pouvez trouver, par exemple, sur le site internet de l'ANSSI, un questionnaire qui vous permet, en répondant à certaines questions, sous Excel, assez classique, de vous positionner. Ça vous permettra déjà de voir sur un certain nombre d'axes. On en a parlé, il y a la communication, mais il y a l'organisation, il y a l'anticipation. Voilà, il y a un certain nombre d'axes sur lesquels vous pourrez vous évaluer en termes de maturité et déjà savoir quels sont vos points forts et quels sont les points que vous avez besoin de travailler. Le deuxième élément, c'est de commencer. C'est-à-dire le premier pas est toujours compliqué. Et j'ai bien aimé l'exemple des jeux de société, mais le meilleur exercice de crise pour moi, c'est dans une salle, papier-crayon, quoi. Vous fermez les PC, les téléphones. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Comment vous pouvez discuter? Comment vous échangez avec les autres? Ça, c'est des scénarios sans informatique qu'il faut absolument vérifier. Et c'est là où on se rend compte
est-ce qu'on a les checklists, est-ce qu'on cherche les numéros, et sans forcément faire les actions réelles, ça fait partie des meilleurs exercices et qui parfois ne nécessitent pas forcément une grande préparation. Et pour faire un exercice, on peut imaginer que c'est compliqué, qu'il faut de l'accompagnement, dépenser 20 000 € ou autre. En fait, non. Hein. Vous pouvez trouver, par exemple, sur le site du campus cyber, des exemples de scénarios. Un scénario, c'est une fuite de données, c'est un système d'information indisponible, avec déjà des exemples, ce qu'on appelle des stimuli, comment on doit réagir, et des exemples de signaux. Donc ça existe déjà. Il suffit à peine de l'adapter dans votre contexte. Et il y a une deuxième chose qu'il faut choisir, c'est quel type d'exercice vous voulez faire. Est-ce une simulation? Est-ce en réel? Est-ce sur table? Et c'est ça. Est-ce que c'est coaché? Et en combinant à la fois un type d'exercice, un type de scénario, et finalement le niveau de maturité dont vous partez et le niveau de maturité que vous voulez obtenir, c'est une façon finalement de s'entraîner et d'avoir un impact concret. Et vous pouvez trouver pas mal d'éléments là-dessus. Il y a eu un groupe de travail au campus cyber que j'ai animé, c'est notamment le stream entraînement, où vous pouvez trouver un document qui vous explique comment faire une stratégie d'entraînement, par quoi on commence, en fonction des niveaux de maturité, quels sont les types d'exercices et de scénarios que l'on peut mettre en place, comment on évalue, comment on fait des retours d'expérience de ces exercices, parce que ce qui compte, c'est pas cocher la case de dire j'ai fait mon exercice annuel. Est-ce qu'on a bien identifié les points forts et les points que l'on souhaite améliorer, et est-ce qu'il y a un plan entre deux exercices pour s'améliorer? Parce que finalement, faire un exercice, c'est un peu comme passer le permis. Hein. Vous allez voir ce qui se passe à un instant T. Ce qui a beaucoup plus d'intérêt, c'est de voir les progrès. Et je donne un exemple, moi, dans mon propre contexte, je fais assez peu d'exercices surprises, en fait. Hein, parce que justement, j'ai besoin et je souhaite que les personnes testent leurs process, les mettent à jour, et on essaye. Parce que de toute façon, la crise surprise, on l'aura en réel. Et en plus, comme je vous l'ai dit précédemment, le scénario réel que vous aurez sera parfois combiné par rapport à ce que vous avez préparé en termes de checklist. Pour compléter sur la partie entraînement, c'est bien de commencer papier-crayon, comme l'a indiqué Sébastien. Mais rapidement, si on veut se rapprocher de la vraie vie, un des décideurs de la gestion de crise, il allait voir un client aujourd'hui. Celui qui est responsable de la partie opérationnelle est en congé. Ça, c'est la vraie vie. Donc, il faut aussi penser à une version vie réelle de votre exercice de gestion de crise. C'est-à-dire donner rendez-vous dans la salle de réunion avec tous les gens. Ça va bien au début, en progression, mais il va falloir passer à des exercices où les gens ils vont être sollicités là où ils sont à un moment donné, et c'est peut-être pas dans des conditions idéales. Et ça c'est très important de se rapprocher de cas les plus représentatifs du fonctionnement de votre entreprise pour ces entraînements. Et gardez bien à l'esprit que plus votre exercice sera imparfait, plus vous allez avoir une réussite stratégique. Parce que c'est là où vous allez vous améliorer, en fait. Et vous allez enlever beaucoup de facteurs de stress. Vous allez voir sur qui vous pouvez compter, qui est moins à l'aise. Parce que des fois, il est arrivé d'avoir des cellules de crise où il y avait des gens qui étaient complètement sidérés, y compris les chefs d'entreprise. Complètement sidérés, incapables de réagir, quoi. Parce qu'il n'y avait pas eu cet entraînement avant pour essayer de retirer ces parties un peu stressantes. Donc c'est vraiment l'entraînement, il ne faut pas s'en priver. Alors je sais qu'on court après le temps, et surtout c'est dur de se dire dans son esprit, j'anticipe l'imprévu. Je m'entraîne pour quelque chose, je ne sais même pas si ça va m'arriver. Il y a quand même des chances pour que ça vous arrive. Donc capitalisez plutôt là-dessus et entraînez-vous. Mais pas que ce soit lourd, il faut que ce soit presque un jeu, j'ai envie de dire, pour vraiment impliquer toute votre équipe avec vous, parce que c'est vraiment une responsabilité collective et c'est surtout un sport d'équipe. Seul on subit, ensemble on encaisse. Ouais. Pour prendre un exemple, côté ADP, quand on avait préparé les Jeux Olympiques, on a fait exactement ce que Nathalie a décrit, c'est-à-dire qu'on a le schéma idéal où on a les meilleures personnes pour faire l'exercice, et puis on arrive à s'en sortir et tout le monde est content et on se dit exercice de crise réussi, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. Et ce qu'on avait fait, on avait pris tous les managers qui allaient gérer à un moment ou l'autre, d'une certaine manière, gérer la continuité de l'aéroport pendant
certaines périodes des Jeux Olympiques. On a fait 9 exercices avec à peu près à chaque fois une dizaine de personnes impliquées, chacun dans son périmètre. Jamais les mêmes. Et ce qui s'est passé au bout des 9 exercices, c'est qu'on n'a jamais atteint le même résultat. Il y en a qui ont réussi à sauver l'entreprise, il y en a qui l'ont coulé, il y en a qui ont arrêté les Jeux Olympiques. Me citez pas, c'était juste des exercices, ne me citez pas dans la presse s'il vous plaît. Mais ça aussi, c'est un point très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on teste les personnes, comme le disait Nathalie, qui seront là le jour J et qui ne sont pas forcément le champion de l'équipe. C'est la personne qui passe, je vais exagérer en disant le stagiaire en informatique qui est le seul, parce que tout le monde est parti à la cantine et c'est lui qui doit gérer le DDoS qui met complètement par terre le site de vente de l'entreprise. Donc ça, c'est un point très important. Il faut vraiment répéter et capitaliser sur les retours d'expérience. Et quelque part, le bon exercice de crise, c'est celui qui finit en plantant l'entreprise quelque part. Parce que la question, c'est comment on a pu en arriver là, quoi. Et dans une entreprise, on a tendance que chaque direction travaille un peu dans son coin. Et pendant une crise, on se rend compte qu'on a besoin d'une cartographie. Quelles sont les dépendances entre les différentes applications de nos systèmes IT? Si tel composant tombe, quelle est la cascade qui va s'enchaîner? Quelles sont les autres applications métiers qui vont tomber avec? Et c'est qu'en faisant l'exercice qu'on va se rendre compte de ces quelques tips qu'on n'y pense pas certainement. Il y a chaque entité qui a ses documents dans son côté, mais il va falloir qu'on centralise, et c'est uniquement pendant ces exercices de crise qu'on arrive à centraliser et à voir la dépendance entre nos différents services. Il y a un vrai challenge aussi par rapport à ce qui était partagé, c'est comment se préparer au fait que les bonnes personnes ne soient pas disponibles. Et moi, ça m'est arrivé d'ailleurs parfois programmer un exercice volontairement pendant une période creuse ou de vacances et de finalement faire s'entraîner l'équipe B, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez identifier dans vos propres structures, se dire que tout dépend d'un responsable informatique. D'accord, mais s'il est dans un avion, on fait comment? Est-ce qu'il a un adjoint? Est-ce qu'il a une autre personne plus opérationnelle dans l'équipe qui peut, par délégation, commencer à coordonner et faire certaines actions? Donc ça, c'est absolument important. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec une seule et unique personne sur une fonction de communication, sur une fonction de responsable informatique, de responsable de sécurité informatique, ainsi de suite. Ça, c'est absolument important de l'identifier. La composition idéale d'une cellule, vous devrez forcément avoir un plan B en dessous de chaque nom. Et dans les exercices variés, on ne peut pas toujours gérer les contraintes de disponibilité de tout le monde, mais c'est l'occasion aussi de voir est-ce que les backups ou les substitutions, ça ne sera jamais exactement la même chose, mais on ne peut pas se retrouver sans courroie de transmission ou sans personne en capacité à faire le lien entre le métier et les processus et les équipes techniques. Et peut-être un mot de la fin, c'est de se dire, faites-vous entourer, vous n'êtes pas seul en fait. Il y a certainement d'autres entreprises qui ont eu la même chose avant vous. Et donc vous allez gagner en temps et activité si vous vous faites entourer de ces entreprises-là. Et pour ça, dans l'aviation, en tout cas, je sais qu'on a le CERT de l'aviation. C'est une sorte de table ronde où l'ensemble des compagnies aériennes se réunissent avec le groupe ATP et autres entreprises, et on s'échange nos informations, on s'échange nos réactions, nos règles, nos plans de remédiation, on s'échange nos bonnes pratiques, et ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Et autre chose, c'est aussi pendant ce CERT qu'on utilise, nous, qu'on partage aussi l'information, ce n'est pas une honte d'être attaqué. Ça peut arriver à tout le monde. Donc il faut le dire à vos partenaires. On a tendance à se le cacher. On ne veut pas le dire à nos partenaires parce qu'on a peur qu'ils nous coupent les flux, qu'ils nous coupent les pattes vers eux. Et en fait, non. Parce que si vous ne le dites pas, la crise peut se dispatcher plus vite à tous vos partenaires. Et là, le plan de remédiation est beaucoup plus difficile, je peux vous le dire. Je voudrais rebondir sur ce que dit End. Il y a de nombreuses années, quand on a été confronté à ce risque des incidents dans l'industrie, j'ai fait exactement ce qu'a dit End, c'est-à-dire qu'un de nos partenaires s'était fait attaquer. Et moi, j'avais besoin d'avoir ce déclic au niveau du management qui fait qu'on va faire, ça y est, on va rentrer dans une routine de gestion de crise, etc. Et donc, je l'ai fait témoigner. J'ai dit, venez témoigner devant mon board des directeurs, là, et expliquer
non pas quel était l'attaquant, par où ils sont passés, mais quelle a été votre vie pour la reprise d'activité. Tout ce que vous avez dû faire, ils sont allés jusqu'à étiqueter les machines avant de les remettre en route parce qu'il y avait des machines qui se rebloquaient. C'était vraiment un témoignage qui a fait toucher du doigt la réalité du sujet à l'ensemble des gens qui étaient autour de cette table dans la direction. Et après, ça a déclenché ces bonnes pratiques de constituer l'équipe de gestion de crise et faire les entraînements. Et le dernier point, c'est qu'une fois qu'on a fait des entraînements, il faut faire des leçons apprises. C'est très important parce que quand on rentre dans des entraînements, ça va durer année 1, année 2, année 3. Et donc, les gens y reviennent. S'ils ont l'impression, l'année 2, qu'on retombe sur les mêmes problèmes que l'an dernier, ça décrédibilise un peu l'équipe et donc on a moins de gens acteurs dans l'entraînement. Donc, c'est un engagement, on prend du temps à ceux qui font l'exercice de crise, mais en retour, il faut s'être amélioré par rapport à ce qu'on a appris à l'exercice suivant. Donc ce côté leçon apprise, c'est très important. Si on prend un exemple concret, dernièrement, Crosstrack. Donc dans l'aviation, nous, quand on a le SI impacté, c'est les avions au sol en fait. Il n'y a plus aucun avion qui décolle. Crosstrack, grâce au fait qu'on soit bien entouré, d'avoir la chance de faire appartenir à ce CERT. Il y en a des CERT pour tous les domaines d'activité. Hein. Mais moi, je parle pour le CERT de l'aviation parce que ça me concerne directement. Donc, grâce à ce CERT, on a appris que c'est un incident mondial, que ça ne sert à rien de courir dans tous les sens, qu'il fallait juste faire telle solution. Et on a pris 15 minutes à l'apprendre. On a pris 15 minutes à apprendre qu'il faut faire un rollback de la mise à jour qui a été lancée par Crosstrack. Là, l'enjeu... Donc là, l'avantage d'être bien entouré, c'est de gagner beaucoup de temps en réactivité. Et ensuite, l'enjeu, c'était de savoir quel serveur redémarrer en premier, lequel est plus important pour les métiers. Et c'est là où il va falloir qu'on ait une bonne relation avec nos métiers, une bonne synergie pour qu'on puisse avoir la décision rapidement et pouvoir agir rapidement. Donc l'IT, c'est encore une fois très important, mais l'IT exécute des décisions prises par les métiers. Et les métiers, dans le flou, ils ne seront pas capables de prendre des décisions rapides. Et donc, on doit tous travailler ensemble. Métiers tout seuls, ils ne peuvent pas. L'IT tout seul ne pourront pas. Voilà. Là, on a évoqué le CERT, hein, qui est une initiative sectorielle. Donc, effectivement, il y en a par plusieurs... je ne sais pas, colonel Lambert, si vous voulez dire un mot sur justement le rôle des services de l'État autour de ça, le 17 cyber et tout l'entourage qu'on peut avoir également, même si on n'est pas aussi mûr pour avoir un CERT comme l'aviation. Oui, effectivement, tout le monde n'a pas un CERT sectoriel dans lequel il peut se reconnaître. En tout état de cause, il y a toujours le CERT de l'ANSSI, hein, qui est le CERT de référence. Vous pouvez vous adresser à l'ANSSI pour expliquer un petit peu la situation. Et puis surtout, l'ANSSI dispose de délégués territoriaux. Donc vous en avez dans chaque région pour pouvoir interroger, on va dire, sur le volet cybersécurité incident. Et effectivement, comme on disait, il faut savoir vous entourer, savoir à qui faire appel si jamais ça vous arrive. Et ça, évidemment, ce n'est pas dans votre ordinateur que ça doit être écrit, mais sur une feuille à part, au cas où, si jamais ça vous arrive. Et qui sont mes partenaires, vers qui je peux me tourner et qui appeler. Déjà, il y aura votre prestataire de service. Si vous avez ces coordonnées dans l'ordinateur et que vous n'y avez plus accès, ça va être difficile de les appeler. Il y a toujours les sociétés de remédiation, mais il y a aussi les forces de l'ordre. Et pour les forces de l'ordre, vous avez plusieurs moyens de les contacter. Alors déjà, si vous êtes dans une petite commune ou dans une grande commune, tout dépend dans la zone dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit police ou gendarmerie, il y a toujours des référents cybersécurité ou des référents sûreté. Les référents sûreté, ce sont des gens qui se déplacent dans les entreprises gratuitement pour faire un audit de sécurité. Alors, surtout physique, hein, ça va être vidéoprotection, les portes, mais aujourd'hui, ils ont dans leur formation un volet cybersécurité pour vous aider aussi à vous protéger. Et ça fait écho à Mon Aide Cyber, que peut-être que vous connaissez, qui est de l'ANSSI, qui a créé on va dire, ce diagnostic de maturité cyber. Et vous avez partout en France des aidants qui gratuitement aussi se déplacent pour vous aider à savoir quelle est votre maturité cyber, où est-ce qu'il faut que vous améliorez, où est-ce qu'il faut porter effort. Parce qu'il y a quand même un petit investissement à faire en cybersécurité, on ne peut pas passer à côté. Et souvent on dit, avant c'est trop cher, après c'est trop tard. Quand la cyberattaque elle vient, si vous n'avez pas été protégé, ça va être compliqué de se relever.
sur les outils qui peuvent vous aider si jamais vraiment vous êtes bloqué et que vous ne savez pas quoi faire. Il y a une plateforme pour les entreprises, les collectivités, les particuliers, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous n'avez qu'une plateforme à aller voir, c'est 17cyber.gouv.fr. Cette plateforme, elle a été créée par Cybermalveillance et par les forces de sécurité intérieure. C'est un parcours victime. En fait, vous dites ce qui vous arrive, vous dites ce que vous constatez, et la plateforme vous oriente. Et si jamais la plateforme, elle n'est pas capable de vous répondre, parce que c'est trop compliqué, ou elle ne comprend pas peut-être ce que vous êtes en train de lui expliquer, elle vous met en relation avec masécurité.fr, et là, vous avez un accès direct avec un policier ou un gendarme. Ce n'est pas un robot qui vous parle, c'est vraiment un policier et un gendarme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous avez vraiment des outils qui sont à votre disposition. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin tout ce qui est pédagogie sur les fuites de données, les arnaques au phishing, au kishing, au smishing et au vishing, hein, tout en ing, mais c'est tous les types d'hameçonnage qui sont souvent les points d'entrée dans les systèmes d'information, vous avez cybermalveillance.gouv.fr qui a une multitude de fiches. En ce qui concerne mon unité, le commandement du cyberespace, on a un département prévention, on a l'appui de réservistes qui sont talentueux et qui nous orientent aussi dans vos besoins, parce que nous, on est un peu dans notre effet tunnel gendarmerie, et eux, ils nous ouvrent aussi l'esprit en nous disant, attention, là, il y aurait peut-être un besoin pour le grand public, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. On a réalisé déjà un MOOC qui s'appelle Sensi Crise et que vous pouvez retrouver sur cybermalveillance.gouv.fr. C'est pour les TPE, PME, ETI, ça dure 2 heures, c'est que des vidéos. C'est que des gens qui parlent. À la fin, on vous met une sorte de questionnaire pour vous aider à vous améliorer. Alors chez nous, on appelle ça la méthode de raisonnement tactique. Alors c'est pour les militaires, mais on vous l'a adapté pour que vous puissiez aussi faire une sorte de préparation à la guerre pour la cyberattaque, mais de votre niveau. Et c'est le MOOC Sensi Crise. Et là, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un besoin pressant pour les collectivités et les élus, parce qu'on voit qu'ils sont de plus en plus attaqués. Et sans les spoiler, il y a un MOOC qui s'appelle Cap Cyber qui va sortir pour le FIC et qui est très bien fait avec toutes les fonctions qu'on a vues pour la gestion de crise, fonctions logistiques, communication, juridique. Vous allez retrouver RH et vous allez voir, c'est un MOOC très ludique où vous allez pouvoir jouer chaque rôle. Vous allez pouvoir le mettre aussi à votre disposition pour pouvoir faire jouer vos équipes. Vraiment, on fait tout ce qu'il faut pour vous donner des outils le plus simple possible, parce que vous n'avez pas le temps, on le sait très bien. Des livrets comme ça, vous n'avez pas envie de les lire, on le sait très bien. Quand c'est trop compliqué, vous ne voulez pas y aller, on le sait très bien. Donc en fait, vraiment, notre mission, c'est d'adapter la réponse, c'est de vous donner les outils le plus simple possible pour que vous soyez à minima préparés et surtout réduire l'impact des cyberattaques. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver le tissu économique, donc c'est vous préserver, et notre mission, c'est de vous donner des outils. Donc déjà, il y a ce MOOC qui existe sur Cybermalveillance que vous pouvez aller voir. Et le MOOC Cap Cyber, il sera officiellement lancé au FIC. Et on vous dira où est-ce qu'il est pour que vous puissiez vous exercer. Pour compléter, on a parlé de la responsabilité de la gendarmerie par rapport à notre résilience. Mais il y a aussi une responsabilité quand on est une grande entreprise comme Schneider Electric. Et du coup, ce rôle-là, on va l'avoir sur notre écosystème. Et donc, de plus en plus, quand on est touché dans un maillon de notre supply chain ou chez nos clients, on se rend compte qu'il faut qu'on adresse la crise avec transparence, avec les différents acteurs. Et chez Schneider Electric, on fait des exercices de crise dans lequel on fait venir, en toute transparence, les équipes équivalentes chez nos clients. On est en train de le mettre en place avec les fournisseurs. C'est plus compliqué parce qu'ils ont peur de s'exposer finalement, de montrer un niveau de vulnérabilité. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on a besoin que chaque maillon de cette chaîne de responsabilité s'entraîne ensemble pour pouvoir être résilient au niveau industriel. Donc ça demande une approche humble, de transparence avec les différents partenaires, et c'est une responsabilité sociétale des grandes entreprises, je pense, d'améliorer la cyber-résilience de l'ensemble du secteur dans lequel on est. Très bien. Merci à tous et toutes.
On va passer à la phase de questions, mais juste avant, pour résumer quelque part les points qui ont été dits. La première question, c'est qu'il faut arrêter de parler de crise cyber. C'est d'origine cyber, on peut avoir plein d'autres crises. Donc il faut se préparer à la gestion de crise, quelle que soit la source. Donc identifier les parties prenantes. Le deuxième point, et je pense que ça a été dit en long, en large et en travers, il faut s'entraîner et capitaliser à chaque fois sur les entraînements. Et puis le dernier point, qui est peut-être finalement le plus dur, c'est de penser en écosystème. Ça a été dit à plusieurs reprises, que ce soit sur l'écosystème d'entreprise, mais aussi l'écosystème étatique. On a la chance d'avoir un pays qui est structuré sur cette dimension-là, et il ne faut surtout pas espérer passer en dessous le radar, et au contraire, il faut l'officialiser le plus possible auprès de ses parties prenantes. Voilà. Bah, merci à toutes. Je pense que vous voulez les applaudir pour leur participation. Et donc, on va passer à la phase de questions-réponses en espérant qu'il y ait des questions dans la salle, même s'il n'est pas loin de 12h30 et que tout le monde veut aller prendre un repas. Merci. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, j'ai une question par rapport aux mots de passe. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi que les mots de passe allaient disparaître. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez l'information, est-ce que c'est officiel? Et dans le cas où les mots de passe vont disparaître, comment est-ce qu'on assure encore la cybersécurité? Merci. Alors, pour l'instant, ils ne vont pas disparaître. Et vous savez quoi? On est plutôt sur le phrase-passe. On n'est plus sur le mot de passe. On est sur le phrase-passe. Une phrase. Donc aujourd'hui, en fait, vos mots de passe, ça doit être des phrases. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et encore plus avec l'intelligence artificielle, et alors je vais peut-être pas parler de quantique, mais ça pourrait arriver. Plus le mot de passe est court, plus ils arrivent à le hacker très rapidement. Donc aujourd'hui, on conseille plutôt des phrases, des citations. Alors évidemment, il faut toujours mettre des caractères spéciaux. Alors je sais ce qu'on me dit. On me dit, ah non, mais c'est hyper compliqué à retenir. Surtout qu'il faut un mot de passe pour chaque application, chaque compte, chaque différent. Donc du coup, le seul outil, c'est le gestionnaire de mots de passe. Idéalement, essayez de rester souverain. L'ANSSI propose KeePass. C'est suisse de mémoire. Donc il faut, voilà, parce que je sais qu'on a la facilité d'aller sur Authentificator. Bon, en même temps, c'est comme ChatGPT. J'imagine qu'il y a plus de ChatGPT dans la salle que de Mistral. Non? Vous savez ce que c'est, Mistral? Voilà, après, il y a un enjeu aussi de souveraineté, parce que... je vous prends une anecdote, on est entre nous. Un jour, je fais une conférence avec des gens, j'ai un avocat pénaliste qui me dit, j'utilise ChatGPT, je dis, je sais pas. Il me dit, mais moi, je n'anonymise pas pour faire mes plaidoiries, je mets les trucs, ça me sort la plaidoirie, nickel et tout. Et je dis, ah ouais, quand même. Et du coup, je dis, mais le Cloud Act, Patriot Act, je dis, les Américains vous remercient du coup, parce que vous leur donnez toutes vos données. Je dis, non, moi, ChatGPT, je paye un abonnement, je suis sûr qu'ils garantissent mes données. Je suis pas sûre. Moi, je dis, c'est mieux d'utiliser Mistral dans ce cas-là. Il vaut mieux rester français sur les serveurs français. Parce qu'il me dit, oui, mais alors il me répond, il était culotté quand même. Il me dit, mais les renseignements français, je suis sûr qu'ils font la même chose. Je suis pas sûre. Je dis, parce que les Américains, ils ne mettent pas leurs données sur les serveurs français. Par contre, nous, les Français, on donne beaucoup de données sur les serveurs américains parce qu'on utilise beaucoup de logiciels américains. Donc pour revenir à votre question, je ne vais pas spoiler, je ne sais pas, mais c'est surtout le phrase-passe qu'il faut privilégier aujourd'hui. Et le gestionnaire de mots de passe, parce que je sais que c'est très compliqué de tout retenir. Je dirais même que c'est une partie de sécurité, parce qu'il faut toujours la renforcer avec le MFA, Multiple Factor Authentification, avec bien sûr l'empreinte biométrique ou les push notifications sur le téléphone, comme on a dans nos banques, Société Générale ou autres. On va dire c'est important d'avoir le mot de passe, mais ça ne doit pas être suffisant pour se connecter. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge, mais il faut qu'il soit facile à se mémoriser et difficile à deviner. Et c'est vrai que des phrases passe, des initiales et de faire des variantes en changeant quelques caractères en fonction du site web, en fonction d'un code que vous connaissez, c'est ça. Mais oui, on les a pas encore enterrés. Et même si on a des facteurs additionnels, il faut pas les perdre.
Parce que après, quand vous avez un problème ou une crise, comment vous êtes en capacité toujours de vous connecter, c'est un vrai sujet. Mais l'authentification multifacteur, il ne faut pas passer à côté. Vous voyez le nombre de fuites de données, hein. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment éviter derrière les arnaques, les escroqueries, les usurpations d'identité, il faut vraiment, tant qu'on vous propose le MFA, faites-le. Vraiment, faites-le. Merci. Une autre question? Bonjour, moi j'ai une question sur l'organisation des cellules de crise. Donc là, vous nous avez donné les bonnes pratiques. La question, c'est est-ce qu'il existe un catalogue des mauvaises pratiques pour aussi sensibiliser les personnes des cellules de crise. Un exemple concret, vous dites qu'il faut voir les bonnes personnes. Quand je monte la cellule de crise, en fait, tout le monde estime être la bonne personne, surtout quand on a un comité de direction et qu'il y en a qui font des crises parce qu'ils ne sont pas dans la cellule de crise et que finalement on les intègre dans la cellule de crise et qui n'apporte aucune valeur ajoutée, ou bien qu'on met quelqu'un qui, lui, estime être le directeur, mais qui ne sait même pas utiliser un outil de mailing pour informer tout le monde, mais qui en fait finit par devoir envoyer un mail, nos mails ne marchent plus, pour demander à quelqu'un de le faire. Donc, moi, j'adorerais avoir un peu comme un catalogue et leur mettre sous les yeux à un moment donné pour qu'ils comprennent c'est quoi les mauvaises pratiques, de façon à ce qu'on ait des cellules de crise compétentes, parce que parfois, c'est pas tous les chefs qui sont les bonnes personnes, mais c'est compliqué de leur faire comprendre. Ils veulent être dans la crise. C'est comme si que c'était fondamental pour eux. Et le deuxième point, c'est que vous parlez toujours d'exercices de crise, etc. Et moi, je me suis interrogée la dernière fois. Bon, j'ai fait un exercice de crise et en fait, ça les a amusés. J'ai l'impression que j'étais avec des gamins qui disent « Ah, je passe ma journée à faire une cellule de crise ». Et en fait, c'était pas impactant. Et je me dis pourquoi on ne fait pas un peu... Alors, je ne sais plus s'ils le font, les pompiers de Paris, mais un jour, j'ai discuté avec eux. Ils me disent « Un jour dans le mois, on ferme les ordinateurs, on reprend, on travaille avec le crayon, un tableau magnétique avec les camions. Pourquoi on n'imposerait pas dans nos structures de se dire une journée dans le mois, on travaille sans mail et on reprend le téléphone et on discute entre nous? Parce que moi, j'ai vu des collègues qui sont à 3 tables de moi qui m'envoient un mail alors que je suis à côté. Et en fait... comment en fait repenser aussi la cellule de crise et notre organisation et l'exercice de crise, parce que vraiment en fait je me dis j'ai perdu une journée avec des gamins et en train d'essayer de leur dire enfin, faites ça, faites un chrono, dites, et l'expérience sortie de ça, ils étaient contents parce que le midi ils avaient eu du quinoa commandé pour le repas et sortie de là je me suis dit bon qu'est-ce que je fais d'eux quoi. C'est un très bon point, la composition de la cellule. Et on pourrait trouver à la fois du côté de l'Annecy ou même du campus cyber des exemples de fiches de rôle. Qu'est-ce qu'un directeur, un coordinateur, le secrétaire, la main courante, la communication. Et après, effectivement, on peut avoir besoin en plus d'experts dans tel et tel domaine. Et c'est assez intéressant parce que ça ne correspond pas forcément à la composition d'un comité de direction. Dans un comité de direction où finalement une fonction juridique ou autre ou achat peut être considérée finalement dans une cellule de crise comme une fonction plus d'expertise plus qu'une fonction qui pilote la cellule. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument clé à prendre en compte. Et ces cellules de crise-là, elles doivent correspondre à vos processus métiers. Si je prends l'exemple chez Renault, on peut avoir des cellules de crise sur la qualité, sur les usines, sur l'informatique, ainsi de suite. Ça doit correspondre à des périmètres métiers. Et donc, naturellement, ça va donner quel est le membre du comité de direction qui pilote cette structure-là, de qui il a besoin de s'entourer pour que les plans d'action, que la méthode de raisonnement tactique, l'anticipation soient bien prises en compte. Et après, il y aura les cellules plutôt, ça j'appelle ça de niveau stratégique, et après il y aura les cellules plus opérationnelles, techniques, que ce soit informatique ou sur le terrain, qui vont venir naturellement s'interconnecter. Les grands principes que je peux dire, c'est un vrai rôle d'être dans une cellule, on ne peut pas être dans 2 cellules en même temps. Et si on a plusieurs cellules, c'est qu'il faut déjà prévoir quelles sont les personnes qui vont échanger entre elles pour pouvoir faire passer les informations dans les 2 sens. Ça reste très intéressant pour autant, et moi je le fais chaque année chez Renault, de faire un exercice ou une sensibilisation avec l'intégralité du comité de direction. Parce qu'on peut avoir des inputs ou des retours additionnels et complémentaires qu'on n'aurait pas eu si on aurait mis juste la cellule. Pour autant, si c'était une vraie crise, ce ne serait pas passé comme ça. Mais dans le cas des exercices, c'est un biais possible et on peut en abuser
de les réunir pour leur faire partager un retour d'expérience, pour travailler sur un exercice et pour qu'ils comprennent mieux aussi ce que traversent leurs collègues, membres du comité de direction, qui eux-mêmes vont se retrouver sur le feu et qui ne peuvent pas être sollicités tous les 4 matins pour dire ben non, mais moi, mon processus métier est prioritaire, ah ben non, j'ai besoin de redémarrer avant. Ça doit être prévu à l'avance. Ce n'est pas au moment où tout est en noir que c'est au premier arrivé, premier servi pour savoir comment on reconstruit. Alors, déjà, merci pour ces 2 questions que je trouve très terrain, très retour terrain et honnête. Pour la première question, je pense que la première question, c'était pour l'entraînement, c'est ça? Ok, alors c'était la deuxième. Deuxième question pour l'entraînement, je pense que c'est important de le faire jouer par une entreprise externe, que ce ne soit pas vous, interne, en train de jouer avec vos internes, etc., parce que sinon, ça ne va pas être pris au sérieux. Donc, avec une entreprise externe qui vont dérouler les slides et qui vont dire dans 10 minutes, on a eu telle information, dans 20 minutes, on a eu telle information, et ça va stresser tout le monde. Et je peux vous dire, ça fait effet. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question, guide des bonnes pratiques pour ce qu'il ne faut pas faire, c'est votre réseau qui va vous permettre d'avoir ça. Il faut avoir un réseau. Et quand vous venez avec un benchmark en disant telle entreprise, ils ont eu ça comme retour d'expérience et voici ce qui n'a pas marché, ça parle directement plutôt que de se dire on fait ça mal chez nous, il va falloir qu'on corrige. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet de conviction aussi. Si le chef d'entreprise n'est pas convaincu par la matière, évidemment, ça ne va pas donner envie aux employés de s'investir dans l'exercice. Et en fait, il faut transformer le jeu en enjeu. Parce que la cybersécurité, c'est un sujet du quotidien. Hein. Il y a une semaine, j'étais dans un collège pour des gamins, pour les sensibiliser. Pour moi, on doit apprendre à ces enfants les enjeux de la cybersécurité, parce qu'ils passent leur temps en ligne beaucoup plus que nous, au même titre qu'on leur apprend à traverser la route. Hein. C'est au même niveau que la sécurité routière aujourd'hui, la cybersécurité. On ne peut pas passer à côté. C'est un sujet de vie quotidienne. Donc, il faut que les salariés, les employés soient convaincus qu'ils participent à la manœuvre collective, à la cyber-résilience collective. Mais si le chef lui-même n'est pas convaincu, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Moi, je vais répondre aussi à votre question, du coup. Alors, dans l'ordre, je vous conseillerais de quitter l'entreprise, parce que ça veut dire que le jour où ça va arriver, ils vont être très mal, et la résilience de l'entreprise est sans doute questionnable. La deuxième, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre de quinoa. Et même à la limite de ne pas leur donner à manger, parce qu'une crise, ça a été dit un moment un peu vite, la logistique est super importante. Donc souvent les crises qui se prolongent, alors dans des grandes entreprises, ça peut passer la nuit, etc. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas prévu le camion à pizza parce qu'il est minuit et demi passé. On s'aperçoit que les gens arrivent en bout de chaîne en termes de résistance physique, etc. Donc il ne faut surtout pas leur donner de quinoa. Ça, c'est la deuxième leçon à retenir de la... Et la troisième, elle est peut-être un peu plus provoque. Moi, j'ai essayé de le faire dans mon entreprise, j'ai jamais réussi. Et puis un jour, des hackers m'ont aidé à le faire. J'ai dit, si on coupait Internet, qu'est-ce qui se passerait? Et là, pour votre entreprise, je ne sais pas de laquelle il s'agit, la taille, etc. Mais rien que couper Internet et voir comment les gens vont commencer à réagir. Et le gars qui ne pourra plus commander son quinoa, là, il va avoir un gros problème. Et il va commencer à lui-même gérer sa crise un peu en mode réel. Quoi. On je pense que ça, c'est des box 4G. Non, mais tu donnes les solutions déjà. Mais là, justement, et c'est ce qui a été dit par la colonel, on peut pas, le colonel, pardon, on peut pas travailler si le dirigeant d'entreprise n'est pas convaincu. C'est la résilience de son entreprise, c'est la survie de son entreprise. Après, ce qui est important, c'est d'avoir des scénarios d'exercice crédibles. Et en fait, l'actualité vous en donne plein. Hein. Donc, et là, les gens ne peuvent pas dire, surtout si c'est dans le même secteur, ça ne peut pas nous concerner, avoir une phase de déni. Le vrai sujet, et ceux qui prennent ça à la légère, c'est qu'ils sont plutôt dans une phase de déni ou d'excès de confiance sur la capacité à retomber sur ses pattes. Voilà. Et c'est un peu ça qu'il faut challenger parce que déjà, la gestion de crise, c'est pas évident. Reconstruire un système et autres. Quand il y a une origine cyber qui rajoute de l'incertitude, un doute sur les sauvegardes, voire même des sauvegardes détruites, ça change un peu le scénario idéal de dire vous inquiétez pas, en 2 heures, c'est revenu. Et c'est peut-être ça le vrai sujet.
Les équipes dirigeantes doivent appréhender qu'ils ne sauront pas tout, qu'il y a une part d'incertitude à gérer. Et ça peut être assez frustrant de ne pas savoir exactement combien de données, combien de serveurs et dans combien de temps la lumière va revenir. Et donc ça, c'est un vrai point. Et ça, les exercices peuvent aider parce qu'il y a des exemples réels où on sait après coup que ça a duré X semaines, que ça a coûté 2 milliards de livres en Angleterre et que ça a touché tout l'écosystème. Donc ça, c'est fait partie des sujets qu'il faut avoir en tête. Bonjour. Dans le prolongement de ce que vous disiez, Madame le Colonel, sur la prévention routière et le devoir d'éduquer vraiment tout le monde, de la même manière, alors sans passer pour le légaliste de service, de la même manière qu'on oblige les exercices incendies pour tout le monde, est-ce que ça pourrait être le cas aussi pour des exercices de crise cyber et pas que les OIV ou, enfin, vous voyez, dans le cadre de DORA, etc. Oh, je crois que c'est déjà le cas pour les OIV. Hein. L'ANSSI est très... Justement, il élargira à tout le monde, pas que oui. pour les OIV. Bah, je pense qu'avec Nice 2, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se mettre... Oui, j'entends par là, ouais. Et est-ce qu'à terme, on pourrait penser à ce que tout le monde, parce qu'au final, c'est ceux qui sont le moins préparés qui subissent le plus, enfin, c'est ce que vous avez dit. Et donc, ouais, mais je sais pas, c'est pas ce que je souhaite, c'est juste poser la question. J'ai un peu du mal à obliger à passer par une loi ou une réglementation pour forcer les gens à faire quelque chose d'évident. On passe notre temps dans le monde numérique. On peut pas vivre dans un monde sans en connaître les dangers et sans les contrer. On le fait bien dans la vie réelle, la sécurité routière, ce que je disais. Ah non, je sais. Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai presque envie que ce soit... nous, vous voyez, en gendarmerie, alors on a beaucoup de choses, mais par exemple, vous pouvez très bien, pour tous les salariés, c'est leur signer une charte informatique en leur disant, ben voilà, attention, vous ne devez pas faire ça, ça, ça et ça. Il y aura une sensibilisation tous les 6 mois. De toute façon, ça va être dans le règlement NIS 2 aussi pour certaines entreprises, mais ceux qui ne seront pas concernés par NIS 2, ben forcément, ils vont être un peu plus dans le viseur des hackers. Il ne faut pas se leurrer. Les hackers, ils vont se tourner vers ceux qui sont les moins prêts et ils vont regarder NIS 2 où là, les mecs, ils commencent à investir, donc on ne va pas aller chez eux, c'est chaud. Donc du coup, on va aller vers ceux qui ne sont pas trop concernés, puis là, ce sera plus facile d'entrer. Ben, c'est ceux-là qui vont devoir... vraiment, en fait, il faut qu'on développe une culture de cybersécurité de la vie quotidienne parce que on a des mondes connectés, on passe notre temps sur les ordinateurs, sur les tablettes, toutes nos photos sont numériques, le cloud, finalement, aujourd'hui, on est hyper numérisé, quoi. Donc, ça doit faire partie de notre culture, de nos valeurs, de nos réflexes. Oui, je sais bien, ils ne le font pas, mais c'est quand le jour J va arriver, je pense qu'ils vont se dire j'aurais peut-être dû. Mais ce sera trop tard. Et en fait, aussi, la réalité, c'est que votre métier en a besoin, vos clients ont besoin. Si même vous-même, vous voulez vous assurer votre entreprise par rapport à ce type de risque, évidemment que l'assureur, dans ses questionnaires, va poser des questions sur la prévention, la protection, les exercices, des retours d'expérience sur des incidents et comment vous les avez gérés. Donc en fait, vous-même, voilà, et dans certains cas, c'est un vrai sujet parce que, et je vous invite d'ailleurs à vérifier si vous êtes assuré, laquelle de vos polices ou pas couvre ce type de scénario-là, parce que ça peut y avoir toujours des débats entre on est couvert pour les pompiers qui arrivent et compagnie, mais peut-être pas pour l'impact direct sur le chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ça devient du coup une nécessité de travailler tous les différents piliers de prévention, de préparation, de protection dans ces démarches-là. Et bien souvent, sur les assurances cyber, vous avez de sacrées obligations. Vous ne serez pas assuré si vous en avez loupé une. C'est sûr. Je pense aussi, dans les grandes entreprises, on utilise ce levier perso-boulot dans les formations qu'on donne à l'ensemble de nos salariés. Parce que le meilleur moteur, c'est de vouloir se protéger du risque numérique, déjà pour soi-même, pour ce qu'on aime. Et ensuite, ces bons réflexes-là, on sait les projeter dans l'ensemble de sa vie qui constitue aussi son travail, quoi. Et j'aime bien cette approche de cyber-citoyenneté qu'il faut arriver à développer. Et ça participe aussi à la réputation de l'entreprise, de garantir à ses clients une certaine forme de cybersécurité. Vous verrez que demain, les clients, les usagers, ils vont regarder les entreprises s'ils sont capables de protéger ou pas leurs données. Ça va être un facteur commercial supplémentaire. Il faut savoir que la première porte d'entrée pour les attaquants,
c'est le phishing. Et le phishing, n'importe qui pourra le faire. Il faut arrêter de penser à le fait que les attaquants sont très intelligents, très sophistiqués. Il suffit d'aller demander à ChatGPT un mail de phishing pour telle compagnie. Il va vous le sortir un truc incroyable. Donc, pour pouvoir l'identifier, il faut vraiment sensibiliser vos salariés. Il faut que le sujet soit pris au sérieux au sein de votre entreprise. Et je pense que ça, c'est le challenge de l'équipe cyber de votre entreprise. Ouais, juste 3 minutes pour une question. Il y a monsieur qui attend depuis un quart d'heure. Bonjour à tous, merci pour le contenu déjà de la conférence. Moi, j'ai une question concernant en fait les responsabilités de chaque partie en fait de la cellule de crise. Parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre en fait que, par exemple, le RSSI peut demander en fait de couper un serveur ou un segment. Dans une entreprise, en fait, on a plusieurs unités business. En fait, c'est eux qui portent le métier. Qu'on le veuille ou non, l'IT et les cyber, ça reste des métiers support. Et donc, du coup, dans ce cas-là, est-ce que, et surtout, en fait, si on a une crise, ça peut impacter un métier. Et comparé à, est-ce que dans la cellule de crise, on invite tous les métiers ou bien on invite qu'un métier impacté? Et dans ce cas-là, est-ce que le rôle du RSSI, il a le droit de prendre cette décision ou bien de conseiller le DSI ou bien la personne du métier pour prendre cette décision? Voilà, merci. Non, c'est un très bon point. Et comme on le disait, le cyber, c'est une origine de gestion de crise. Et voilà, si une usine est à l'arrêt ou il y a un impact ou une fuite de données, il faut déjà gérer les conséquences métiers de ces éléments-là. Et finalement, la cyber arrive comme un input. Souvent, il faut aborder en amont ces questions de mandat, de qu'est-ce qu'on peut couper, où est-ce qu'on peut couper, est-ce qu'on a le bouton rouge ou pas pour couper, parce que sur le moment, c'est très compliqué et si c'est mal fait, ça peut créer des effets de bord. Il n'y a pas de solution de règle qui marche tout le temps, je dirais, à part ne pas payer la rançon. Il y a des fois, on est tenté, parce qu'on sait où c'est, de laisser l'attaquant là pour justement collecter des traces et avancer avec les forces de l'ordre. Il y a d'autres exemples où on sait que ça peut avoir un effet domino, où on pourrait décider de couper tout en n'étant prêt s'il y a quelque chose qui s'active. Donc voilà, mais ça, il faut s'y préparer, il faut avoir les scénarios, que ce soit au niveau des accès Internet, des systèmes de messagerie et des canaux de communication pour pouvoir le gérer. Pour vous faire un retour terrain, dans la cellule de crise opérationnelle, généralement, on met un représentant de chaque direction, y compris l'IT. Et puis, on a la cellule de crise IT qui, elle, va gérer la partie système, réseau, cyber, et un représentant de chaque IT. Et puis, pour la partie qui fait quoi et à quel moment, donc le RACI, dans la préparation, il y a deux choses qui sont importantes. Un, quel est l'impact métier? Donc, si je coupe ça, quelles sont les applications métiers qui vont être impactées? Et deux, quel est le temps de restauration? Donc, combien de temps ça va nous prendre pour restaurer le service métier? Et donc, je pense qu'avec ces deux éléments, la cellule de crise opérationnelle pourra prendre la décision de le faire ou pas. Et généralement, on n'attend pas de décision. On sait qu'il faut couper. Voilà. Mais on les aide à dire go. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci Anne. Ce sera go. Donc, vous pouvez encore les applaudir. Merci beaucoup pour votre... Et merci à tous pour votre attention. Au revoir.